Notre cours aujourd'hui est intitulé Cancer du col de l'utérus. Le plan est le suivant: rappel anatomique, épidémiologie, facteurs de risque, histoire naturelle, prévention, diagnostic, classification, bilan préthérapeutique, traitement et pronostic. Les objectifs pédagogiques. À la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de reconnaître les facteurs de risque et les moyens de prévention du cancer du col de l'utérus, de citer les moyens diagnostiques du cancer du col, de citer les moyens thérapeutiques utiles dans le traitement du cancer du col et de comprendre la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col est le deuxième cancer chez la femme dans les pays en voie de développement et au Maroc. L'origine est principalement infectieuse, liée à l'herpès papillomavirus. Le carcinome épidermoïde est le type histologique le plus fréquent. Le diagnostic est souvent tardif à des stades localement avancés dans les pays en voie de développement, alors que le pronostic a été amélioré dans les pays développés grâce à la politique de vaccination et de dépistage. Le col de l'utérus est la portion du bas utérus où celui-ci se joint au sommet du vagin. On distingue l'exocole, qui est la portion visible à l'examen au spéculum et palpable au toucher vaginal, et l'endocole, le canal reliant la cavité utérine au vagin. Ici, l'examen d'un col normal au spéculum. Nous voyons l'exocole, la portion visible, et également palpable au toucher vaginal. Sur le plan épidémiologique, le cancer du col représente toujours un problème de santé publique dans les pays en voie de développement. C'est le deuxième cancer chez la femme après le cancer du sein et la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Alors que dans les pays développés, l'incidence du cancer du col a fortement diminué. Et ceci grâce à la politique de dépistage et de vaccination. Au Maroc, selon le registre du Grand Casablanca, publié en 2016, chez les deux sexes, le cancer du col représente le quatrième cancer après le cancer du sein, le cancer du poumon et le cancer colorectal. Chez la femme, c'est le deuxième cancer après le cancer du sein. Son incidence est évaluée à 14 nouveaux cas par 100 000 habitants. Plusieurs facteurs sont incriminés: premier rapport sexuel précoce, mariage précoce, âge jeune à la première grossesse, grossesse multiple, instabilité mariatale, divorce ou partenaire sexuel multiple, bas niveau socio-économique. L'infection par l'herpès papillomavirus est le facteur de risque le plus incriminé. Il est fortement lié à la précocité des rapports sexuels et des partenaires multiples. D'autres facteurs sont également incriminés: la consommation de tabac et d'alcool et d'acides gras saturés, alors que la mise en place d'un dispositif intra-utérin ou stérilé diminue le risque de développement de ce cancer. L'histoire naturelle de l'infection à herpès papillomavirus est divisée schématiquement en plusieurs étapes. La transformation cancéreuse d'une cellule ou initiation, cette transformation est liée essentiellement à l'infection par herpès papillomavirus. L'expansion clonale de la cellule cancéreuse en plusieurs étapes: CIN1 ou dysplasie de bas grade, CIN2 ou dysplasie de grade modéré, ou CIN3 ou dysplasie sévère. Puis la croissance tumorale devient cliniquement détectable ou cancer invasif. La progression de la CIN1 vers la CIN3 puis le cancer invasif dure plusieurs années, de 9 à 15 ans, d'où l'intérêt du dépistage. La prévention joue un rôle très important dans la diminution de l'incidence du cancer du col et la diminution de la mortalité par cancer du col. Deux moyens sont recommandés: le vaccin contre le papillomavirus et le dépistage. Plusieurs vaccins ont été développés. Le Gardasil, un vaccin tétravalent qui est constitué par des protéines virales. Les 3 injections coûtent 4 500 dirhams. Le Cervarix, un vaccin bivalent. La vaccination est recommandée à partir de l'âge de 14 ans, avant le premier rapport sexuel.
Le dépistage joue également un rôle très important. Son objectif est la forte diminution de l'incidence du cancer invasif du col, la réduction de la mortalité et la morbidité liées au cancer du col. Et ceci par le diagnostic précoce des dysplasies et des CIS et le diagnostic des cancers de petite taille. Le dépistage est basé essentiellement sur le frottis cervico-vaginal, qui consiste en le prélèvement de cellules provenant du col de l'utérus dans le but de détecter des cellules cancéreuses ou des signes de transformation. Le dépistage est recommandé à partir de l'âge de 18 ans, avant les premiers rapports sexuels. 2 frottis à 1 an d'intervalle, puis tous les 3 ans jusqu'à 69 ans. Au Maroc, le dépistage est recommandé entre 30 et 50 ans. C'est un examen qui est simple, n'importe quel médecin ou sage-femme peuvent faire le dépistage. Quelques précautions sont recommandées. Il doit être réalisé en période ovulatoire, à distance de tout rapport sexuel, en absence de saignement et d'infection, à distance d'un traitement. La grossesse n'est pas une contre-indication au dépistage. Comment faire un frottis cervico-vaginal? Moucher le col, puis repérer le col par le spéculum. Détecter la zone de jonction entre l'épithélium alpingien et l'épithélium glandulaire, puis effectuer un prélèvement. Les signes cliniques. Le diagnostic est essentiellement basé sur la clinique. Le signe clinique le plus fréquent et le plus important est les métrorragies spontanées abondantes. D'autres signes cliniques peuvent se voir, des leucorrhées fétiques, des douleurs pelviennes, des difficultés fonctionnelles vésicalo-rectales, rarement un lymphodème d'un membre inférieur. L'examen clinique est basé essentiellement sur les touchés pelviens dans le but d'évaluer l'extension de la maladie en se basant sur la classification FIGO. Les examens complémentaires sont également importants. La biopsie du col constitue l'examen clé pour le diagnostic positif histologique. L'IRM pelvienne est également importante dont le but est l'évaluation de l'extension locorégionale du cancer du col. L'IRM abdominal permet l'évaluation au niveau abdominal et l'évaluation de l'extension hépatique. Le scanner thoracique permet l'évaluation de l'extension du cancer du col au niveau thoracique. À terme des examens cliniques et paracliniques, la classification FIGO est établie. Plusieurs stades, 4 stades. La majorité des patientes dans notre contexte sont classées les stades localement avancés. Le stade 1 est défini par une tumeur localisée au niveau du col. Le stade 2 est divisé en 2 stades. Stade 2A, tumeur développée hors du col de l'utérus et de l'utérus, mais sans envahir les parois du bassin ou la partie inférieure du vagin, ni les paramètres. Stade 2B, la tumeur s'est développée hors du col de l'utérus, au niveau des paramètres, sans envahir les parois du bassin ou la partie inférieure du vagin. Stade 3A, la tumeur a envahi la partie inférieure du vagin, mais pas les parois du bassin. Stade 3B, la tumeur a envahi les parois du bassin où le cancer s'est propagé au ganglion lymphatique du bassin. Stade 4A, la tumeur s'est développée dans la vessie ou le rectum. Stade 4B, le cancer s'est propagé à d'autres parties du corps, ce qu'on appelle métastase à distance. Les bilans préthérapeutiques sont capitaux avant la mise en place du traitement. Ils sont basés sur les bilans biologiques pour évaluer la numération formule sanguine, la fonction rénale, fonction hépatique et l'ionogramme. Puis la mise en place d'une chambre implantable dans le but de perfuser la chimiothérapie en toute sécurité.
et donc un bilan neurologique et auditif pour évaluer l'aptitude des patientes pour recevoir une chimiothérapie à base de sel de platine. Plusieurs moyens thérapeutiques sont disponibles. La chirurgie est rarement utilisée dans notre contexte. Dans les pays développés, le cancer du col est diagnostiqué à des stades précoces et la chirurgie trouve sa place, basée essentiellement sur l'hystérectomie totale plus curage ganglionnaire. Alors que dans les pays en voie de développement, la majorité des patientes sont diagnostiquées à des stades localement avancés, non opérables. Et la radiochimiothérapie, association radiothérapie plus chimiothérapie, constitue le traitement clé des cancers du col localement avancés. C'est le traitement le plus utilisé dans les pays en voie de développement. La radiothérapie externe est un traitement loco-régional des cancers. Il utilise des rayonnements ionisants qui détruisent les cellules cancéreuses en les empêchant de se multiplier. La curithérapie, un autre traitement local qui est complémentaire à la radiothérapie externe, est une technique de radiothérapie utilisant des rayons gamma émis par des sources radioactives introduites dans l'organisme afin d'y détruire les cellules cancéreuses. Cette thérapie repose sur l'implantation de sources radioactives proches de la zone à traiter, qui émettent des rayonnements capables de détruire les cellules cancéreuses sans pour autant affecter les tissus voisins sains. Néanmoins, ces traitements par radiothérapie ont des toxicités les plus fréquentes, c'est des toxicités aiguës, la fibrose pelvienne, la synéchie vaginale, les rectites radiques et les cystites radiques. D'autres méthodes de traitement locaux sont utilisées pour le traitement des lésions précancéreuses. Donc les lésions de bas grade ou CIN1 peuvent être traitées par surveillance ou par des destructions par vaporisation laser ou par cryothérapie ou par ablation à l'aide d'exérèse au laser ou à lance diathermique. Les lésions de haut grade CIN2 et CIN3 sont systématiquement traitées par conisation réalisée sous anesthésie locale ou générale. Cette opération chirurgicale consiste à découper en forme de cône la partie du col de l'utérus atteint et à la retirer. Les résultats thérapeutiques, selon cette étude publiée par une équipe marocaine, sont très bonnes. En général, tout stade confondu, la survie globale est évaluée à 60% à 5 ans. La survie sans rechute locale est évaluée à 80% à 5 ans. Le facteur de risque, le facteur pronostic le plus important est le stade. Les patients ayant un stade 1 ont un bon pronostic, alors que les patients classés stade 2, 3 ou 4 ont un moins bon pronostic. Les autres facteurs pronostiques sont la taille tumorale, une taille tumorale supérieure à 4 cm et le mauvais pronostic. Une atteinte ganglionnaire également est classée mauvais pronostic. Les patientes anémiques ont un pronostic moins bon et les patients ne répondant pas très bien à la radiothérapie ont également un pronostic moins bon. En conclusion, la prévention constitue la clé pour réduire l'incidence et la mortalité liée au cancer du col dans notre pays. Elle est basée sur 2 moyens. La vaccination anti-HPV à partir de 14 ans et le dépistage à partir de 18 ans, tous les ans pendant 2 ans, puis tous les 3 ans jusqu'à 69 ans. Le diagnostic est essentiellement clinique. Devant toute métrorragie ou leucorrhée, il est capital de rechercher l'éventualité d'un diagnostic d'un cancer du col. Le traitement est essentiellement basé sur une association de radiochimiothérapie concomitante. Je vous remercie.